Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier sur les maladies racinaires. Donc, c'est le seul atelier 100% phytopathologie aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me présente, Sylvie Rioux, je suis chercheure au Sérum en pathologie des grandes cultures et je vous présente ma partenaire pour la journée, Vanessa Tremblay, qui est professionnelle de recherche pour le professeur Richard Bélanger, qui est professeur en phytopathologie à l'Université Laval. Vanessa va nous parler des méthodes de travail pour caractériser les pathotypes ou les races, si vous préférez, de Phytophthora sojei. Donc, puis avant, je vais vous présenter les résultats d'un inventaire sur les maladies racinaires qui avait pour but de voir l'ampleur de ces maladies-là chez le soya et chez les céréales pour 14 régions agricoles du Québec et qui visait aussi à établir des liens entre les conditions de champ ou les pratiques culturelles et ces maladies-là et le rendement. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, on a échantillonné 68 champs de céréales, soit blé, avoine, orge, 34 champs en 2017, 34 champs en 2018 et 110 champs de soya, 55 en 2017, 55 en 2018. Le financement provenait du programme Innovation du MAPAC et aussi de la coopérative fédérée. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'attendait à voir comme agent pathogène lors de cet inventaire-là? Nous autres, ça ne dérange pas au niveau de la batterie. On continue. Donc, on s'attendait à voir du Phytophthora sojei. Je vous en ai parlé. Vanessa va nous en parler davantage. Différentes espèces de Pythium, différentes espèces de Fusarium et du Rhizoctonia solani. Pour ce qui est du Nematodakis, qui ne faisait pas partie de l'inventaire comme tel, on a envoyé par contre les soldes du deuxième échantillonnage à M. Benjamin Mimé, qui est nématologiste à Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, lui, il faisait un suivi là, mais le RAP aussi fait un suivi du Nematodakis dans le soya. Puis le premier échantillonnage, donc les soldes du premier échantillonnage, on les envoyait à Richard Bélanger donc pour travailler sur Phytophthora. Quels sont les facteurs de risque? Il faudrait que je vous dise aussi que Phytophthora est spécifique au soya, alors que les trois autres genres s'attaquent aussi aux céréales, aux racines de céréales. Les facteurs de risque pour ces agents pathogènes-là, c'est les sols compactés qui s'égouttent mal, donc les sols qui ne sont pas en bonne santé. Donc, l'eau ne s'infiltre pas dans les sols, donc il y a du surplus d'eau. Donc, ça, c'est un facteur de risque. La monoculture ou des rotations trop courtes, ça, c'est un facteur de risque aussi. Travail de sol réduit ou semi-direct. On observe au début, donc dans les premières années, une augmentation de ces maladies-là. Par contre, au bout de 5 ans ou 10 ans, entre 5 et 10 ans, on voit une diminution de ces maladies-là. Ensuite, le glyphosate, il n'est pas sur la fiche. Après un brûlage au glyphosate, au printemps, on recommande d'attendre environ 2 à 3 semaines avant d'ensemencer une autre culture parce que les résidus qui sont envahis par des champignons se font dégrader finalement, et ça inclut aussi les agents pathogènes. Donc, il y a un risque accru. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les traitements de semences avec des fongicides vont diminuer les risques pour les infections qui arrivent tôt en saison. La protection va durer 2 à 3 semaines après le semis, à peu près. Pour ce qui est du soya, il y a d'autres agents pathogènes qu'on surveillait également. Le Thiella viopsis, c'est un champignon qu'on avait observé dans un inventaire précédent, 2014-2015, en Montérégie. Il était aussi fréquent que le Rhizoctonia, donc on le surveillait aussi pour cet inventaire-là. On surveillait aussi le syndrome de la mort subite du soya, qui est causé par un fusarium, et la pourriture brune de la tige, qui est causée par un Phyalophora. Ces deux maladies-là n'ont pas encore été rapportées au Québec, mais sont très présentes en Ontario et aux États-Unis. Donc, on surveillait ça. Pour ce qui est des céréales, on pourrait rajouter bipolaris, qui peut être transmis par la semence également.
comme certains fusariums aussi. Le piétin chaudage dans le cas du blé et aussi le piétin inverse. Pour ce qui est des symptômes, ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est des lésions causées sur les racines, le collet, lésions brun foncé à noir. Je dirais que peut-être le seul agent pathogène qui est plus facile à diagnostiquer, c'est le Rhizoctonia, lorsqu'il cause des lésions qui sont brun rougeâtres comme ça. Sinon, il faut faire des mises en culture pour identifier l'agent pathogène ou procéder par des outils moléculaires pour vraiment identifier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant de commencer la méthodologie? Donc, pour l'inventaire, ce qu'on voulait, on voulait des champs qui étaient répartis sur tout le territoire du Québec et on voulait une variété de systèmes de production, je dirais. Les dépisteurs avaient 3 visites à faire. Les dépisteurs, c'était des conseillers du MAPAC, des conseillers de Club Conseil. À la première visite, qui se faisait 3 à 4 semaines après le semis, c'est des échantillonnages de plantules avec racines et sol que l'on prélevait dans des zones du champ à bonne croissance, dans des zones à mauvaise croissance ou moins bonne croissance. Donc, il y avait 4 arrêts par champ où on prélevait 3 plantules par arrêt, donc une douzaine de plantules par champ. Ces plantules-là, on les envoyait au laboratoire du sérum à Québec. Moi, je suis à Québec. On procédait au lavage des racines pour vraiment observer les symptômes sur les racines. Petit jeu de micro ici. Donc, les symptômes, c'était selon une échelle de 1 à 5. Donc, 1 étant de belles racines abondantes, jusqu'à 5, où le système racinaire est très peu développé, et avec des nécroses aussi, excusez. On regardait le collet, les racines et l'allure générale, comme on a ici pour le soya. Et on faisait la moyenne de toutes ces évaluations-là, et qu'on a appelé indice racinaire. Donc, indice racinaire, dans le cas des céréales, il y avait le rhizome qu'on prenait en compte aussi. Le rhizome, c'est la tige qui relie le système des racines séminales, au niveau de la graine, jusqu'aux racines du plateau de talage. On faisait une moyenne de tout ça, indice racinaire. Je vais passer ça, vous pouvez regarder par vous-même. Ensuite, après avoir fait l'évaluation des symptômes, on procédait à des mises en culture. Donc, des sections de racines, de collets qu'on mettait dans des boîtes de pétri avec des différents milieux pour identifier les agents pathogènes. Que les racines soient malades ou pas, on faisait des mises en culture. À la deuxième visite, ça se faisait dans les 2 dernières semaines de juillet. Toujours dans les mêmes 4 arrêts, on échantillonnait des plantes avec racines et sol également. Donc, je disais, à la deuxième visite, qui était les 2 dernières semaines de juillet, on ramassait aussi des plantules, des plantes, là, rendues à la 2e semaine de juillet, c'est des plantes avec racines et sol, et on faisait l'estimation visuelle des symptômes seulement. On ne faisait pas de mise en culture. À la 3e visite, on prélevait les plantes à maturité pour avoir le rendement, tout simplement. Et on demandait aussi aux dépisteurs de remplir un formulaire pour avoir des informations sur le champ et sur les pratiques culturales. Puis on confrontait ces informations-là avec les variables de maladies racinaires et au rendement. C'est ça qu'on voulait faire. Question sur la méthodologie. Ça va. Les résultats. Donc, les indices racinaires, on va commencer par ça. Je vais avoir un petit peu de misère avec le micro. Comme tu veux. Mais je pense, en tout cas, tu vas. Est-ce que ça serait mieux que quelqu'un tienne les micros? Bien, si ça va comme ça, je vais y aller comme ça. Tu vas pouvoir rester assise. Donc, indice racinaire 1, première visite, en plus foncé. Indice racinaire 2, en plus pâle, ici. 2e visite, ça, le symptôme. Vous avez bonne croissance, donc les arrêts bonne croissance en bleu, mauvaise croissance en rouge. Céréales, soya, et il y a les années aussi. Qu'est-ce qui frappe ici? Hein? Il y a une bonne différence entre soya et céréales, hein, n'est-ce pas?
surtout pour la première visite. On a une moyenne de 2,4, ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de racines à 4 et 5 aussi. Alors que pour le céréal, c'est vraiment pas un problème au niveau des maladies racinaires, en tout cas pas en 2017 puis 2018, ça c'est clair. Puis à la deuxième visite, bien, c'est pareil pour les céréales, mais pour le soya, on voit qu'il y a un certain rétablissement qui se produit avec le temps. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que je pensais voir, c'était des différences entre la bonne croissance et la mauvaise croissance, alors qu'il n'y a pas du tout de différence. C'est toujours pas mal égal. Ça veut dire que quand on a observé que c'était une mauvaise croissance en début de saison, ça ne s'explique pas par la présence des maladies racinaires. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Lesquels, ça reste à découvrir, mais peut-être les mauvaises herbes, entre autres, ça peut être un exemple. Effet année, pas vraiment dans le cas des céréales. Dans le cas du soya, oui, on voit que le 2017 a été plus favorable aux maladies racinaires dans le cas du soya que 2018. Et ça se répercute pour les analyses de variance, donc comme ici. Donc, on voit que 2017, indice racinaire 1, 2, et il y a eu des répercussions au niveau du rendement. Est-ce que c'est vraiment juste dû aux maladies racinaires? Peut-être. Je ne pense pas que ce soit nécessairement juste ça. Peut-être qu'il y a peut-être un petit lien à faire là, on ne sait pas. Ce qui est intéressant aussi à voir dans le cas de la Nova, c'est donc la zone agroclimatique. On voit que pour la plaine de Montréal, donc en rouge ici sur le graphique qu'on retrouve dans le guide du RGCQ, les racines étaient plus malades dans cette zone-là comparativement à la zone intermédiaire en jaune ici. Et la zone périphérique en vert se retrouvait entre les deux. Qu'est-ce qui peut expliquer ce résultat-là ici, selon vous? Plus de chaleur, mais moi, en tout cas, l'explication que j'ai, c'est que ça fait plus longtemps qu'on fait du soya dans cette zone-là. Donc, l'intensification de la culture, puis ça revient quand même rapidement, le soya, aux 2 ans, 3 ans, gros max. Donc, il y a une intensification. Donc, c'est les rotations, entre autres, l'intensification. On regarde ici le rendement. Le rendement est supérieur dans la zone de la plaine de Montréal comparativement aux 2 autres zones. Comment vous l'expliquez, ça? Moi, je dirais des cultivars plus tardifs qui ont un potentiel de rendement beaucoup plus grand. C'est dans cette zone-là qu'on peut les faire comparativement aux autres zones. Là, on est comme obligé de prendre des cultivars plus hâtifs si on va avoir un rendement. Donc, malgré qu'on a quand même des maladies racinaires qui sont plus importantes, on a quand même des rendements qui sont supérieurs à cause des cultivars. Est-ce qu'on est rendu aux champignons? Oui. Est-ce que ça vous intéresse, savoir quels champignons qu'on a eus? Moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc ici, 2017, 2018, de l'autre côté. Je vais y aller plutôt comme ça. Céréales soya, toujours. En rose, c'est les fusariums. Donc, tous les champs, quelle que soit la culture, quelle que soit l'année, 100% des champs avaient du fusarium. Au moins une plantule avec du fusarium, quelle que soit l'espèce aussi. Donc, on a beaucoup de fusarium dans nos sols. On le savait, là, mais ça vient encore plus nous le dire. En deuxième et troisième, on voit du pythium, des différentes espèces de pythium, et aussi du rhizoctonia. Donc, pythium en vert ici. Regardez ici, 94% des champs avaient du pythium dans le cas des céréales en 2018. Donc, ça varie aussi en fonction des années et des cultures. Rhizoctonia en rouge. Dans le cas des céréales, on a retrouvé aussi du bipolaris, comme je vous expliquais tantôt, et aussi du Corynespora et du piétin échaudage un petit peu. Dans le cas du soya, on a retrouvé du Thiella visiopsis, comme je vous l'ai dit tantôt, mais c'est loin d'être le même patron que Rhizoctonia, comme ça a été le cas dans l'inventaire précédent. On retrouvait aussi du Corynespora et du cylindrocarpon, et aussi du Phytophthora. Et c'était la première fois qu'on a réussi à isoler du Phytophthora à partir de racines qui provenaient de champs commerciaux. C'est très difficile à isoler à partir des mises en culture. Et c'est pour ça qu'il faut des techniques spéciales pour être capable d'identifier ce champignon-là, cette Oromycète-là. Et Vanessa va nous en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
avant qu'on tombe dans l'autre analyse, qui est voir quels sont les facteurs. Dans le questionnaire, on a pris 15 facteurs qui nous intéressaient. On voulait savoir lesquels, pour chacune des variables, lesquels de ces facteurs-là contribuaient le plus à l'explication de la variation pour chacune des variables. Les variables, c'est IR1, IR2, champignons totaux, qui est le nombre de positifs pour chacun des genres ici. Et il y avait le fusarium totaux, qui était une autre variable, qui était le nombre d'isolats de fusarium qu'on a obtenu par champ. Et le rendement, évidemment. Donc, avec une méthode statistique, pour chaque variable, on a confronté, je vais le trouver ici, 15 facteurs qu'on a ressortis du questionnaire. Donc, je vous les présente rapidement. La zone agroclimatique, donc vous les avez ici, 3 catégories. Date de semis, 3 catégories. Première moitié de mai, deuxième moitié de mai et le mois de juin. Pour les céréales, on avait les espèces, avoine, blé, orge, soya, le type de semences, OGM versus non-OGM. Traitement de semences, 3 non traités, fongicides seulement, fongicides et insecticides. Précédent cultural des 3 dernières années. Le nombre d'années avec la même espèce au cours des 4 années précédentes, ça c'est la rotation finalement. Le nombre de travail du sol, conventionnel, travail réduit, semi-direct. Le nombre d'années sans labour, texture du sol. Le drainage, c'était oui ou non. Qualité de l'égouttement, bon, moyen, déficient. Compaction, oui ou non. Le type de fertilisation, minéral, organique, minéral et organique et aucune. Engrais vert, oui ou non. Et glyphosate, oui ou non. Donc, pour chacune des variables, on passait ça dans la machine à saucisses. Et qu'est-ce qu'on a retenu? Donc, pour les céréales, pour l'indice racinaire 1, la première visite, c'est la compaction qui a été retenue. Dans ce cas-ci, je fais une analyse de variance. Donc, les champs qui n'avaient pas de compaction, les racines étaient plus belles que les champs où il y avait de la compaction. C'est à l'envers, là. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. Si vous avez des explications plausibles. N'allez pas dire à vos producteurs. Oui. Puis j'ai vérifié 1 million de fois, c'est ça que ça fait. On parle de compaction à quelle profondeur? Bien, c'est ça l'affaire. C'est que c'est une déclaration de la part du dépisteur ou du producteur. Donc, il n'y avait pas de mesure comme telle. Ça peut expliquer que, bon, mais c'est sûr que ces méthodes-là, c'est pas... c'est quand même exploratoire comme méthode. Il ne faut pas non plus partir pour dire, hey, compacte tes sols, on va avoir moins de maladies racinaires. Il ne faut pas partir comme ça. Ici, pour l'indice racinaire 2, il n'y a pas eu de facteur qui a été retenu par la méthode. Pour champignons totaux, ce qu'on a obtenu, c'est que c'est la rotation. Donc, le nombre de fois qu'on avait la même espèce dans une rotation sur 4 ans, pardon, puis ici, c'est une fois. Donc, on avait 2 catégories. 0 fois, les racines étant en meilleure santé qu'une seule fois dans les 4 ans. Je trouvais ça quand même intéressant. Je pensais que ça prenait plus qu'une année là, pour voir une augmentation au niveau des champignons, là, ici, totaux. Ensuite, pour les fusariums totaux, il n'y a rien qui est ressorti. Pour le rendement, 2 facteurs qui ont été retenus par la méthode. D'abord, le drainage. Donc, drainer, meilleur rendement que non drainer. Phew, ça va mieux. La date de semis. Donc, les semis plus hâtifs. Donc, première moitié de mai, meilleur rendement que ceux de la deuxième moitié de mai, qui, eux aussi, avaient un meilleur rendement que le mois de juin. Ça concorde tout à fait avec ce qu'on connaît des céréales et des dates de semis. Donc, plus on sème tôt, mieux c'est. Donc, ça va. Pour le soya, l'indice racinaire 1, il y a 2 facteurs qui ont été retenus. Premièrement, OGM et non-OGM, le type de semence. Donc, les non-OGM avaient des racines plus malades que les OGM. Puis ça, en 2014-2015, lors de l'inventaire précédent, on avait obtenu la même chose. C'est un jeu de données complètement différent. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose là. Puis nous, l'explication qu'on a, c'est qu'on pense que les semenciers vont mettre plus d'efforts dans leur programme
d'amélioration pour les OGM que dans leur programme non OGM. C'est ce qu'on pense. Ensuite, l'autre, c'est la date de semis pour le soya. Donc, les semis en mai ont eu des racines plus en santé, en tout cas, moins pires que ceux de semis en juin. Moi, je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus de maladies racinaires pour les semis en mai, hein, que c'est moins chaud pour le sol, ça tarde à se réchauffer. Mais il faut croire que ces années-là, les sols étaient quand même relativement chauds, puis le soya s'est quand même bien débrouillé. Champignons totaux, fusarium. Oh non, c'est indice racinaire 2. On a trouvé quelque chose. L'égouttement. Dans les sols déficients, donc les racines plus malades, que dans le cas des sols avec un bon égouttement ou moyen. Ça va bien, ça aussi. Ça s'explique. Pour ce qui est champignons totaux puis fusarium totaux, on n'a pas ressorti de facteurs. Pour le rendement, on a ressorti 2. Compaction, ça revient. Mais là, au moins, en absence de compaction, on a des meilleurs rendements. Phew! qu'en présence de compaction. Pour la date de semis, on voit des différences aussi. C'est ressorti. Date de semis en mai, meilleur rendement que le semis en juin. Et ça rejoint beaucoup ici, avec l'indice racinaire. Hein, on voit que c'est semblable. Il y a peut-être un petit lien à faire, mais je ne pense pas que ce soit 100% qui peut expliquer le rendement, là, les maladies racinaires. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, avant de passer la parole à Vanessa, je voudrais juste dire que là, il y a une base de données qui est à exploiter encore plus, là, parce que les données météo n'ont pas été incluses non plus là-dedans. Donc, j'ai encore du travail à faire pour la prochaine année, puis je vais le faire avec mes collaborateurs. Donc, il reste encore du travail à faire, c'est ça que je veux vous dire. Vanessa, c'est à ton tour. Le printemps pluvieux et froid que nous avons connu cette année peut avoir eu un grand impact pour Alain, producteur de soya du Québec. Il se peut que dans les champs de Alain, on voit des zones plus ou moins étendues où est-ce qu'il va y avoir des plants de soya qui vont présenter un retard de croissance, soit des plants qui sont rabougris ou bien des plants morts. On peut voir apparaître également au niveau du collet et de la tige des plants de soya un chancre. On soupçonne alors la présence de la pourriture phytophthorienne causée par Phytophthora sojei. Lorsque les conditions sont propices au développement de cette maladie, Phytophthora peut causer des pertes économiques très, très importantes chez notre producteur. Donc, celui-ci, pour la saison suivante, s'il veut ressemer du soya, il va se poser la question suivante. Quel cultivar serait le mieux adapté à mon champ en sachant que j'ai du Phytophthora? Donc, c'est la question à laquelle je peux répondre. Comme Sylvie l'a dit, je suis professionnelle de recherche dans le laboratoire du professeur Richard Bélanger à l'Université Laval et on travaille principalement sur Phytophthora sojei et son hôte, le soya. Ce qu'il faut savoir de cette maladie, c'est qu'il n'y a aucune méthode de lutte qui est efficace, si ce n'est que l'utilisation de cultivars de soya qui sont résistants. Parce qu'en effet, les semenciers ont introgressé à l'intérieur des cultivars de soya des gènes de résistance. On en compte 8. Il y a le gène 1A, 1B, 1C, 1D, 1K, 3A, 6, 7 et 8. Puis lorsqu'un producteur de soya va utiliser plusieurs saisons consécutives le même gène de résistance, Phytophthora va être capable de contourner ce gène de résistance et les symptômes de maladie vont alors apparaître. Donc, pour répondre à la question de Alain, quel cultivar est le plus adapté à mon champ? Pour répondre bien, il faut bien connaître son ennemi. Il faut savoir quel est le pathotype du Phytophthora qui est au champ. Donc, pour ce faire, on va chez Alain, on prend une pelletée de terre et on vient isoler Phytophthora du champ. Oui, exactement, c'est les racines de soya à lesquelles Phytophthora pousse. Donc, une fois qu'on a isolé Phytophthora, on vient inoculer un panel de soya. Oui, s'il te plaît. On vient inoculer un panel de soya avec notre isolat. Notre panel contient les différents gènes de résistance. Et pour chacun des gènes, on vient vérifier si notre isolat est virulent ou pas. Donc, c'est l'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, ici, nous avons
un cultivar de soya qui n'a pas de gène de résistance. Et on peut voir que les racines sont... le réseau racinaire est très réduit. Les racines sont brunes, puis il n'y a pas de racines secondaires. Maintenant, nous avons un cultivar avec le gène de résistance 1A. Et c'est encore un peu la même chose. On voit qu'il n'y a aucune résistance. Donc, le Phytophthora a été capable de contourner le gène de résistance 1A. Ici, nous avons le gène 1B. Qu'est-ce que vous en pensez? Il l'a contourné. En effet, c'est ce que je pense aussi. Ici, j'ai un C. Contourné aussi, je suis d'accord. Ils sont bons. J'en ai une bonne pour vous autres. Celle-là? Non, c'est ça, on a un intermédiaire entre les deux. Moi, j'ai l'impression que Phytophthora a été capable de causer des lésions importantes sur les racines, mais la plante a été capable de surpasser, si on veut, l'infection et commence à refaire des racines secondaires. Donc, passable à 60 %? Disons ça, 60 % Ici, j'ai un cas. On les a sortis plusieurs fois, ça paraît. Contourné aussi. Donc, il ne reste pas grand-chose pour Alain, malheureusement. Ici, j'aurai encore un intermédiaire. Ici, nous avons le gène 6. Celle-là, ce serait un bon candidat. On voit vraiment qu'on a des belles racines blanches, un bon réseau développé. 7. Et 8. Ça, c'est beau. Parfait. Fait que là, on est capable de déterminer le pathotype. Oui, merci. Là aussi, ben, on avait nos petites notes. Comme j'avais les mains prises, j'ai pas pu enlever mes petits velcro. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, le plus important, je pense que c'est ceux-là ici. Oui, c'est ça. Donc, avec mon bassin hydroponique, j'ai déterminé que le pathotype de l'isolat est 1A, 1B, 1C, 1K et 7. Donc, quelles recommandations est-ce qu'on peut faire? On peut faire la recommandation 1D et 3A. On voyait que la réponse était quand même intermédiaire, mais c'était quand même pas si pire si on compare aux témoins. Mais j'irais plus avec le 6 ou 8. Cultivar de soya, oui. Oui, exactement. Ça serait des cultivars qui seraient adaptés au champ. Mais ça, c'est une méthode qui est quand même très longue et laborieuse. On compte au moins 3 semaines pour arriver au résultat. Dans l'équipe du docteur Richard Bélanger, on travaille sur une autre méthode pour arriver à la même fin, et c'est le multiplex PCR. Donc, quand on a notre isolat de Phytophthora, on fait une simple extraction d'ADN et on passe ça sur PCR et nous arrivons au même résultat qu'avec le bassin. Et ce, en quoi? Une demi-journée peut-être? Donc, c'est vraiment avantageux. Et en plus, pour nos gènes de résistance, c'était intermédiaire, mais cette fois-ci, on est capable d'avoir vraiment un avis plus précis sur les gènes de résistance. Donc, voilà. Et juste pour terminer, je vais vous parler rapidement de mon travail. Moi, en fait, à chaque année, je suis à la recherche de producteurs de soya qui ont eu des problèmes de Phytophthora dans leur champ ou bien un historique. Et je me déplace et je m'en vais justement essayer d'isoler le Phytophthora et de déterminer à l'aide du bassin hydroponique et du multiplex PCR quel est le pathotype présent au champ. Donc, de cette façon, je suis capable de mieux conseiller les producteurs ou les agronomes sur les choix de cultivars. Donc, si jamais vous connaissez des gens intéressés, venez me voir. Merci.